Cette vidéo de formation est une introduction au risque et à la sécurité puisque c'est un des concepts clés pour la démarche d'aide à la décision, vivre avec les risques. Afin de pouvoir comprendre notre perception du risque et la gestion du risque, il faut qu'on comprenne notre position personnelle et professionnelle au sujet des risques. Réfléchissez au sujet des décisions ou activités que vous avez prises ou faites dernièrement et que vous ou quelqu'un qui vous entoure considère comme étant à risque. Posez-vous la question, pourquoi avez-vous pris ce risque? Il est important de réfléchir à votre propre cheminement avec le concept du risque. Pour ma part, mon cheminement a commencé lorsque je n'étais pas satisfaite en tant que clinicienne de mon habileté à soutenir les proches par rapport au risque. D'un côté, j'avais les proches qui voulaient que je relocalise leur mère de façon urgente parce que la maison était sale. J'étais capable de leur expliquer calmement qu'on ne peut pas obliger que quelqu'un déménage à cause de la saleté. Mais c'est aussi différent s'il y a des excréments de souris dans le micro-ondes ou le client réchauffe sa nourriture. Ensuite, il y avait aussi des proches qui voulaient soutenir leurs parents qui vivent avec le risque. Mais ils se demandaient à quel moment est-ce que ça devient de la négligence de leur part. Les cliniciens se posent souvent la question aussi. Si je soutiens une décision qui mène à un préjudice, est-ce que ça peut être perçu comme de la négligence? J'ai aussi réalisé à travers mes réflexions que je suis devenue désensibilisée envers le risque. Je me disais que j'étais centrée sur le client, mais est-ce que j'accordais trop d'importance à l'autonomie et je les mettais à plus haut risque de préjudice? Que savons-nous de vivre avec les risques? Alors, nous savons que la majorité des personnes âgées veulent demeurer à domicile, même s'ils vivent des changements au niveau de leur santé. La majorité des personnes âgées veulent retourner à la maison quand elles reçoivent leur congé de l'hôpital. Malheureusement, une détérioration de leur état de santé et ou fonctionnel peut occasionner une augmentation du risque de répercussions néfastes. Les cliniciens veulent appuyer les personnes aînées ayant l'objectif de demeurer à domicile et prévenir les répercussions néfastes dans ces scénarios. Ceci nous amène à l'évaluation des risques et de la sécurité. Qu'est-ce qu'on connaît au sujet des facteurs impliqués dans la prise de décision de demeurer à domicile? Cette revue systématique a identifié tous les facteurs qui peuvent influencer notre décision entourant les décisions face aux options de logement parmi les personnes âgées en perte d'autonomie. Les facteurs furent regroupés en 6 dimensions. Ce sont des facteurs qui sont liés à l'environnement social, l'environnement bâti, le temps et l'espace, l'aspect économique, l'aspect socio-économique et la santé, et les facteurs psychologiques et psychosociaux. À partir de 88 études, on a identifié 52 facteurs, mais seulement 2 de ces facteurs requièrent notamment l'avis d'un professionnel de la santé. Ces facteurs sont les incapacités et déficiences physiques et le statut de la santé et l'avis des professionnels de la santé. Alors, même si on a de l'information utile qui peut aider les personnes âgées à prendre une décision au sujet de leur choix de logement, il y a 50 autres facteurs qui peuvent venir influencer cette décision. Cependant, les professionnels de la santé sont bien placés pour soutenir et maintenir les personnes âgées à domicile en utilisant leurs expertises afin de considérer la majorité des obstacles que les personnes âgées peuvent rencontrer. Les principaux obstacles que la personne âgée rapporte sont la mobilité et la sécurité à domicile, la santé personnelle, l'accès aux services communautaires, l'amélioration résidentielle et l'entretien de la maison, la sécurité globale à domicile et la sécurité dans la salle de bain. Qu'est-ce qu'on entend lorsqu'on parle de la sécurité à la maison? On entend des gestionnaires en milieu hospitalier que les membres de leur personnel retardent certains congés à cause de leurs inquiétudes au sujet de la sécurité des patients. On entend des gestionnaires en communauté que les milieux hospitaliers ne donnent pas de congés à leurs clients. Les patients hospitalisés nous disent que le personnel met trop d'emphase sur les risques et sur ce qu'ils ne peuvent pas faire. Et en combien de fois est-ce qu'on entend
Je vais quitter cette maison les pieds devant. Quelles sont les conséquences lorsque la sécurité est une préoccupation? Parfois, les patients qui veulent retourner chez eux n'y retournent pas. Parfois, les patients retournent à domicile, mais les proches sont très stressés. Dans les deux cas, les cliniciens vivent de la détresse morale. Et finalement, lorsqu'il y a des préoccupations au niveau de la sécurité, on voit un impact sur le système également parce que les gens sont hospitalisés plus longtemps, car ils sont soit en attente d'hébergement, soit pas prêts pour le retour à domicile, ce qui entraîne en quelque sorte une congestion dans le flux de patients. Alors, que savons-nous au sujet des cliniciens et le risque? Nous savons que les cliniciens définissent le risque négativement. Les cliniciens définissent vivre avec le risque négativement. Les cliniciens définissent vivre avec le risque différemment. Les cliniciens mettent l'accent sur les conséquences négatives de la prise de risque. Les cliniciens mettent l'accent sur les conséquences physiques de la prise de risque et ils évaluent le risque de manière exhaustive. Pourquoi est-ce que la gestion des risques est si difficile? C'est parce qu'il y a des tensions. Les cliniciens sont continuellement en train de chercher l'équilibre des principes bioéthiques entre le principe de l'innocuité avec le droit à l'autodétermination qui pourrait ultimement mener à des conséquences négatives. Les cliniciens doivent contrebalancer les différents types de prise de décision. Les cliniciens accordent une importance à la pratique fondée sur les données probantes et les décisions rationnées, donc plus rationnelles. C'est parfois difficile de trouver un équilibre lorsque le patient et les proches sont impliqués dans la relation thérapeutique des décisions émotionnelles. Les cliniciens contrebalancent la tension entre les conséquences. Les cliniciens veulent obtenir les meilleures conséquences pour leurs patients aînés, mais trouvent que c'est difficile de seulement soutenir un niveau de vie minimum. Finalement, les objectifs en matière de soins diffèrent entre les clients, les proches et les cliniciens lorsqu'il y a des préoccupations par rapport à la sécurité. Alors, quelles sont les solutions? Les cliniciens sont en mesure de mieux soutenir leurs patients qui vivent avec les risques lorsqu'ils élargissent leur définition du risque et de vivre avec les risques, lorsqu'ils clarifient ces définitions de vivre avec les risques et lorsqu'ils élargissent leur approche de l'évaluation du risque afin qu'elle soit plus équilibrée et qu'elles incluent la prise de décision partagée. Examinons maintenant ces solutions de façon détaillée. Comme on l'a indiqué plus tôt, la plupart des gens, incluant les cliniciens, définissent le risque comme étant quelque chose de négatif. Ceci se reflète dans la définition du mot risque que l'on trouve dans le dictionnaire, qui indique la possibilité que quelque chose d'indésirable survienne. Il s'agit d'une situation susceptible d'exposer une personne à un danger. Les cliniciens sont mieux outillés pour soutenir leurs patients qui vivent avec les risques lorsqu'ils adoptent une définition plus neutre du risque, qui reconnaît que prendre un risque peut avoir des conséquences à la fois positives et négatives. Prenez une minute pour réfléchir aux occasions où vous avez pris des décisions ou posé des gestes ou fait des activités que les autres ont jugées risquées. Pourquoi avez-vous pris ces décisions ou fait ces activités? Avez-vous l'intention d'obtenir des conséquences négatives ou positives? De façon générale, on entreprend des activités risquées avec l'intention d'arriver à un résultat positif. On peut présenter cette phrase de façon neutre en disant les préjudices et les bénéfices de telle chose sont. Dans la première étude de cette démarche, les cliniciens ont défini vivre à risque en disant c'est un jugement concernant les incapacités d'une personne dans un environnement pouvant causer un événement grave qui augmente le potentiel d'une conséquence négative. Les cliniciens sont mieux outillés pour soutenir leurs clients lorsqu'ils élargissent leur définition du risque. Lorsqu'on dit que la personne vit avec le risque au lieu de vivre à risque, ceci reconnaît qu'on vit tous avec un certain niveau de risque et que le risque est présent dans tous les domaines de notre vie. Lorsqu'on fournit des soins et qu'on met l'accent sur l'optimisation de la santé tout en vivant avec des risques, on peut mettre à profit les forces des personnes aînées
adapter leurs environnements et reconnaître les conséquences positives de leurs actions. Les cliniciens peuvent davantage soutenir les personnes âgées qui vivent avec les risques lorsqu'ils clarifient ce qu'ils appellent un risque. Alors, de la première étude de cette démarche, c'était surprenant de constater que les cliniciens définissaient le concept de risque de façon différente. Certains cliniciens faisaient référence à une incapacité ou un trait de personnalité de l'année lorsqu'ils définissaient le concept de risque. D'autres décrivaient l'environnement de l'année, d'autres expliquaient le risque en termes d'inquiétude et en fait, d'autres encore focusaient sur les conséquences. Lorsque vous parlez du risque, c'est important de clarifier et de spécifier ce que vous voulez dire. Cette approche vous demande de commencer avec les préoccupations que vous avez concernant la personne aînée. Les cliniciens sont capables de soutenir davantage les personnes aînées qui vivent avec les risques lorsqu'ils utilisent une approche élargie et équilibrée pour évaluer les risques. Ceci veut dire reconnaître les conséquences négatives de prendre une décision, mais aussi les conséquences si on ne prend pas cette décision. Il faut reconnaître les conséquences physiques et émotionnelles d'une décision. Par exemple, lorsqu'on demande qu'une personne aînée déménage ayant l'objectif de minimiser les conséquences physiques négatives, il faut se demander si on a considéré les conséquences émotionnelles associées lorsqu'une personne doit quitter leur domicile. Un autre bon exemple est lorsqu'on retarde un congé de l'hôpital d'une personne âgée parce qu'on a des inquiétudes au niveau de la sécurité pour son retour à domicile. Il faut se demander, est-ce qu'on a considéré les risques des conséquences négatives si on garde la personne à l'hôpital pour un séjour plus long? Un séjour prolongé à l'hôpital peut entraîner des conséquences négatives. Par exemple, un déclin fonctionnel, un délirium, la malnutrition, l'incontinence urinaire, des plaies de pression et des infections. Enfin, il faut se demander si on a reconnu les conséquences négatives et positives de la prise de risque. Quels sont les bénéfices de vivre avec les risques? Quelle est la principale conséquence positive globale lorsqu'on prend un risque? On bâtit la résilience. Par cette définition, la résilience ne peut se produire que lorsqu'on prend un risque ou lorsqu'on surmonte un défi. Alors, en soutenant vivre avec les risques, on renforce le développement de la résilience. Un haut taux de résilience plus tard dans la vie est associé à un taux réduit de dépression et de mortalité, une meilleure perception du vieillissement et une amélioration de la qualité de vie. Lorsqu'on prend des décisions à risque au niveau personnel, on pense juste aux récompenses que ce risque nous apporte. Mais quand on met notre chapeau de clinicien, on considère seulement les conséquences négatives du risque. Nous avons donc besoin d'utiliser une approche de décision partagée pour qu'on puisse contribuer notre expertise en connaissance de maladies, de causes, de ressources et de partager notre raisonnement clinique. Mais il faut aussi savoir quels sont les bénéfices et conséquences positives pour nos patients. Seuls les patients eux-mêmes peuvent nous partager ceci. Ils arrivent à la relation thérapeutique comme experts de la vie, de leurs valeurs, de leurs croyances, objectifs, rêves et récompenses, ainsi que ce qui leur importe le plus.